Si vous avez suivi l'évolution des rapports de force mondiaux, vous savez que certaines des manœuvres géopolitiques les plus importantes ne se déroulent pas toujours sous les caméras. Et en ce moment, nous vivons l'un de ces moments. Le président indonésien Prabowo Subianto est arrivé à Moscou pour sa deuxième visite de l'année, oui, 2 fois en 2025, et s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine pour des discussions qui en disent long sur la direction que prend le monde. En apparence, le voyage ressemblait à une simple étape diplomatique. Consultation, discussion, poignée de main amicale. Mais en y regardant de plus près, on découvre un vaste programme axé sur l'énergie, la sécurité, le commerce et même les évolutions du système financier mondial, comme la dédollarisation. Mais commençons par les bases. Prabowo et Poutine se sont déjà rencontrés en juin à Saint-Pétersbourg, où ils ont signé une déclaration sur un partenariat stratégique entre l'Indonésie et la Russie. 2 mois plus tard, ils se sont retrouvés à Pékin lors du grand défilé marquant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, décembre apporte une nouvelle rencontre, cette fois au Kremlin. Prabowo n'a pas vraiment partagé tous les détails de sa venue. Il a simplement déclaré que l'objectif était, je cite, « des consultations ». Il a même plaisanté avec Poutine, disant qu'il ne devrait pas se rendre uniquement en Inde, tout en l'invitant à venir en Indonésie l'année prochaine, en 2026 ou peut-être en 2027. Poutine a accepté l'invitation. Sa dernière visite en Indonésie remontait, d'après ce que j'ai pu voir, à 2013. Ainsi, l'accent de la réunion était mis sur l'économie. Comme nous le savons, c'est la force motrice derrière l'alliance des BRICS. Poutine a souligné la forte croissance du commerce bilatéral, pas cette hausse spectaculaire de 40% que j'avais mentionnée plus tôt dans l'année, mais tout de même une solide augmentation de 17% sur 9 mois, selon les médias russes, ce qui est assez impressionnant. Il a clairement indiqué que la relation économique n'est pas seulement vivante, mais qu'elle évolue et qu'elle transforme indéniablement les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Russie. Puis est venu le grand sujet, l'énergie. Plus précisément, l'énergie nucléaire. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo à propos du Niger, qui a effectivement expulsé la France et s'oriente vers un cadre multipolaire. Regarde absolument cette vidéo si tu veux mieux comprendre le monde multipolaire émergent et à quel point l'Afrique en est une partie intégrante. Les économies en développement privilégient clairement les partenariats qui incluent des projets de développement des infrastructures. L'Indonésie a soumis plus tôt cette année des plans pour construire sa première centrale nucléaire utilisant des réacteurs modulaires. La Russie a indiqué sa volonté d'aider à construire une centrale à grande échelle dans la nouvelle capitale de l'Indonésie, Nusantara. Poutine a dit à Prabowo en substance, « Si vous voulez nos spécialistes, nous sommes prêts à vous les fournir. Nous sommes prêts à vous aider. » Ce sera un développement considérable dans les relations bilatérales avec l'Indonésie. C'est un changement majeur. L'Indonésie est le 4e pays le plus peuplé du monde et la demande énergétique y explose. S'associer à la Russie pour la production nucléaire place Jakarta au cœur de la transformation énergétique de l'Asie, au moment même où les BRICS s'élargissent et où de nouveaux cadres financiers prennent forme. L'agriculture est venue ensuite, et c'est un autre sujet important, car la sécurité alimentaire est toujours au centre de tout programme de sécurité nationale. L'Indonésie enregistre actuellement un excédent dans ses échanges alimentaires avec la Russie, principalement grâce à l'huile de palme. Le point suivant à l'ordre du jour concernait la coopération militaire et de défense. À ce sujet, Poutine a qualifié l'Indonésie de partenaire traditionnel en matière de coopération militaro-technique, bien que la discussion sur ce thème soit restée assez vague et que peu de détails aient été annoncés.
Par le passé, la Russie avait proposé à l'Indonésie des chasseurs furtifs Su-57 et encouragé le gouvernement à relancer l'accord sur les Su-35, bloqué à l'époque par les sanctions américaines. Cette fois, cependant, le message était plus nuancé. Bien sûr, ils ont discuté des échanges d'étudiants, des programmes de formation et de la coopération militaire en matière de livraison d'armes. Mais, comme prévu, la coopération militaire reste essentielle. Et il est clair qu'ils cherchent à relancer ce programme de chasseurs furtifs. Je pense que cela va devenir un autre pilier important de la relation émergente entre l'Indonésie et la Russie, la grande négociation structurelle qui se déroule en arrière-plan. Et plus précisément, je parle d'une zone de libre-échange entre l'Indonésie et l'Union économique eurasiatique. Les deux parties affirment que des progrès sont réalisés, mais ces négociations sont notoirement lentes. Elles prennent des mois, voire des années, avant de produire des résultats concrets. La Russie espère qu'un accord pourra enfin être conclu d'ici la fin de l'année 2025, mais cela reste à confirmer. Dans le même temps, l'Indonésie se positionne stratégiquement comme un pays qui collabore avec tout le monde, avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis et de plus en plus avec le Sud global, avec les membres, les partenaires et les États observateurs de l'Alliance des BRICS. Ce qui nous amène à l'histoire plus vaste que n'importe quelle rencontre bilatérale. L'Indonésie vient de franchir une étape très audacieuse. Elle lance de nouvelles opérations de change centrées sur le yuan chinois, avec le yen japonais comme monnaie secondaire. Et c'est là qu'intervient la dédollarisation, c'est-à-dire le mouvement visant à s'éloigner de la domination du dollar américain dans le commerce transfrontalier. Selon la Banque d'Indonésie, les transactions en monnaie locale avec la Chine atteignent déjà environ $1 milliard par mois. Pas par an, $1 milliard par mois. Pourquoi est-ce important, me direz-vous? Eh bien, cela compte parce que cela fait partie de la tendance mondiale vers la dédollarisation. C'est une petite étape, mais une étape significative, et c'est une manière de créer des alternatives à l'utilisation du dollar américain dans les règlements internationaux. Comme vous le savez, c'est un objectif clé des BRICS, et l'Indonésie y participe activement. Pendant ce temps, partout dans le monde, des politiques que l'on pourrait qualifier de nationalisme économique sont en plein essor. Les pays se concentrent réellement sur l'autosuffisance. Et c'est une preuve supplémentaire que la dédollarisation n'est pas en soi anti-occidentale. Elle est favorable à la souveraineté économique. Et les États-Unis, maintenant qu'ils semblent conscients des défis à leur suprématie financière, réagissent à cette nouvelle tendance par des tarifs douaniers et des avertissements. Dans ce contexte mondial, la rencontre entre Poutine et Prabowo devient plus qu'un simple événement bilatéral. Elle s'inscrit dans un réalignement qui se déroule plutôt discrètement, mais de manière tout à fait décisive à travers l'Asie, notamment parmi les nations d'Asie du Sud-Est, prises d'une certaine façon entre les États-Unis et la Chine. Et il semble bien qu'ils cherchent une troisième force pour aider à équilibrer cette région. Et la Russie, comme de nombreux analystes l'ont déjà souligné, correspond très bien à ce rôle. Lorsque l'on relie tous ces fils, lorsque l'on relie tous ces points, les négociations nucléaires, les accords agricoles, la coopération militaire, le changement de devise, le réalignement des BRICS, on voit l'ensemble du tableau. L'Indonésie ne dérive pas vers un camp ou un autre, ce qui est une position très intéressante. Elle se diversifie et elle se protège clairement. Elle se positionne pour un monde où le pouvoir est réparti et non nécessairement dominé. Et la Russie, un pays confronté à ses propres pressions stratégiques, renforce son influence en Asie du Sud-Est à un moment où de nombreux pays accueillent favorablement l'émergence d'un troisième pôle, à un moment où beaucoup cherchent à se prémunir et à se diversifier par rapport aux centres de pouvoir habituels.
Le deuxième voyage de Prabowo à Moscou cette année n'a clairement rien de nostalgique. Ce n'est pas une cérémonie. Il s'agit d'avenir. D'un avenir où l'Indonésie se trouve plus proche que jamais du centre de la prise de décision mondiale. D'un avenir où les nations des BRICS mettent en place des systèmes financiers qui ne dépendent pas d'une seule superpuissance. Et aussi d'un avenir, sans doute, où les puissances régionales, de l'Asie du Sud-Est au Moyen-Orient, prennent conscience qu'elles peuvent façonner les règles et pas seulement les suivre. Alors dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau développement. Je trouve que c'est une étape très fascinante dans l'émergence d'un monde multipolaire et il reste encore beaucoup à voir en matière d'accords et de partenariats qui, espérons-le, découleront de ces multiples visites. Merci beaucoup d'avoir regardé. Soutenez mon travail si ce n'est pas déjà fait. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants sur YouTube, Patreon ou Substack. Merci infiniment. Sinon, aimez, abonnez-vous et partagez et on se retrouve ici demain pour ma nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.